Comment Chris Benoit a tué ma carrière. Dans les années 2000, j'étais un petit gars fan de quelques trucs. D'abord, il y a eu le foot. À cette époque, c'était quelque chose. J'achetais des magazines en masse, la télé diffusait gratuitement de grands matchs, et tous les week-ends, on se déplaçait avec les gars de mon équipe de foot pour aller prendre des grosses branlées. Mais on s'éclatait, et c'était le principal. Du moins, c'est ce que nous disait le daron qui nous raccompagnait à chaque fois en tirant des grosses lattes sur sa Malbac à bord de son Scénic. Puis je me souviens qu'un soir, un vendredi soir plus particulièrement, alors que toute la famille est entassée dans le canapé du salon devant la télé familiale, mon père zappe entre deux épisodes d'Hercule Poirot et de Thalassa, et on tombe sur ce générique. Ce générique allait littéralement changer ma putain de vie. Du moins, dans les années suivantes de ma jeune vie, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le catch, ça a pas mal changé. Pour les petits mecs de ma génération, ça vous parle forcément tant ça a été un raz-de-marée en France. À l'époque, NT1, Catch Attack, ces deux mots bizarrement ont presque un goût pour moi. Très rapidement, ça devient un rendez-vous incontournable. Je casse les couilles à mes parents tous les vendredis soirs et mes yeux s'illuminent à chaque fois que j'entends Je deviens vite un fan inconditionnel, poster, t-shirt, jeux vidéo, DVD, la totale. La Catch Attack Mania à l'époque prend de l'ampleur, si bien que la chaîne NT1 propose encore plus de catch. Et on a le droit à du catch le samedi soir en plus du vendredi soir. Bref, encore plus de catch, je suis aux anges à l'époque. Et toute ma vie tourne littéralement autour de ça. J'arrête le foot pour pratiquer le catch dans le jardin du voisin sur un vieux matelas. Je me souviens qu'on monte même une fédération amateur et on envoie nos vidéos sur YouTube. L'extrême catch amateur. Tout est dans le titre les gars. On fédère aussi quelques gars aussi chelous que nous. Un gallois, un gitan et nous. 3 petits gars de la Cambrousse et on se met sur la gueule tous les mercredis après-midi et les week-ends. Nos parents voient ça d'un très mauvais œil, mais à l'époque, ça passe. Ça a son importance dans la suite de l'histoire, vous comprendrez un peu plus tard. Vraiment, ma vie est full catch à l'époque. Le soir, je geek sur des forums de catch jusqu'à pas d'heure, je claque tout mon argent de poche dans des DVD de catch, et vraiment, je suis matrixé. Je veux devenir catcheur. Je me souviens même qu'avec mon voisin, on avait pris rendez-vous avec une meuf qui s'occupait de développer des associations, pour qu'il y ait un club de catch dans notre village de 300 pèlerins. Je nous revois là, 2 gamins de 13 ans, dans cette salle de la mairie face à cette dame trentenaire qui hoche la tête et prend des notes. Il nous faut une salle, des tapis, un ring, des protections, on va faire des shows tous les week-ends, tout le monde va en prendre plein les mirettes. On était fous furieux et inarrêtables. Nous sommes des Spartiates! Avec le recul, j'ai pas honte, et j'aurais jamais honte, parce qu'on était dans le vrai. Si tu veux quelque chose, laisse rien entraver ta route jusqu'au succès. Bon, on n'a jamais eu de nouvelles, elle nous a clairement pas dit que c'était ridicule, ça s'est fini par une poignée de main solennelle, mais je la remercie de ne pas nous avoir mis de stop. Elle aurait pu, certains mauvais esprits diront qu'elle aurait dû. Quelques années de rêve insouciant en rap, c'est précieux. Alors merci madame. Bref, là on est au sommet en termes de passion, peut-être trop haut même. Mais ça se pète pas la gueule tout de suite, un petit peu plus tard, attendez encore. En attendant, on vit notre meilleure vie, on continue de s'entraîner, on se filme et on décide même d'organiser notre premier événement. Un samedi matin à l'ancienne réserve de Cailloux. Le rendez-vous est donné, le premier show de notre fédération. Magic Alex versus Matt Menz en tête d'affiche. La classe putain, venez nombreux, ça va être une dinguerie. Et quelques heures avant le grand show, je me retrouve très vite rattrapé par la dure réalité d'un gosse de 13 ans. Maman, est-ce que tu peux me conduire à l'ancienne réserve de Cailloux? Après de longues négociations et beaucoup de larmes, ma mère sauva ma carrière. La BX crème de cette dernière m'emmena à la rencontre de mon destin. Mes 2 voisins, le gallois, le gitan et moi-même, prêts à en découdre avec le succès. Bon, ça n'a clairement pas fait déplacer les foules. Déjà parce qu'on était samedi et qu'il était 10h, et ensuite parce que j'imagine que nos quelques fans, qui avaient nos âges, avaient soit la flemme, soit pas réussi à convaincre leurs parents. Mais on s'adaptait très vite, et on a retenu les premières leçons. Numéro 1, choisir un lieu facile d'accès pour tous. Secondo, éventuellement, louer un bus. 2 pélos avaient fait le déplacement parce qu'ils habitaient à côté. Et comme on avait des envies d'expansion, on a réussi à les convaincre de rejoindre notre fédération. On s'est mis sur la gueule en filmant nos matchs, et 2 heures plus tard, chacun est rentré chez soi avec le jean sale. Notre fédération commençait à jouir d'un petit succès sur les forums de catch. On se démerdait plutôt bien, mais il va se passer un événement tragique dans le milieu du catch, qui va être la pierre angulaire d'un déferlement de caca. Le 25 juin 2007, un catcheur est retrouvé mort aux États-Unis dans d'horribles circonstances. Chris Benoit, célèbre lutteur de la WWE, est retrouvé pendu à son domicile.
Encore pire que ça, l'enquête révèle qu'avant de mettre fin à ses jours, Chris Benoit aurait tué de ses mains sa femme et son fils en les étranglant. WWE superstar Chris Benoit, his wife Nancy, and their son Daniel are dead. Vraiment, là on parle d'une tête d'affiche de la compagnie. Je me souviens que sur le moment, à l'époque, en France, on n'en parle pas trop. Je crois que la compagnie essaie de botter en touche. Ils font un épisode spécial hommage quelques jours après aux USA, mais très vite, quand ils apprennent les circonstances du décès, ils bottent en touche. Ils ne mentionnent plus du tout Chris Benoit, l'effaçant même de leur site. Et je crois que, comme il y avait au moins 3 semaines entre la diffusion américaine et française, je crois qu'ils n'ont pas diffusé volontairement l'épisode hommage en France. Parce que je me souviens que j'ai appris sa mort longtemps après. À l'époque, Internet, c'était loin d'être ce que c'est aujourd'hui. On était en 2007. Alors vous allez me dire, d'accord, très bien, mais c'est quoi le rapport? Eh bien en fait, on découvre que Chris Benoit souffrait de nombreuses commotions cérébrales au cerveau dues à son activité professionnelle. Je me souviens d'un reportage où il disait qu'à cause des chocs reçus par le catch, le gars avait un cerveau d'un vieillard de 90 ans. Et tous ces chocs, en plus de nombreux médicaments pour supporter les douleurs, l'auraient transporté aux portes de la folie jusqu'à commettre l'irréparable. Aux États-Unis, ça soulève donc la vraie question de l'intégrité physique des catcheurs, de leur bien-être mental et de leur santé en général. La compagnie est extrêmement gênée par ces problèmes. Ils tentent vainement de mettre des trucs en place, mais clairement, ils préfèrent effacer toute trace de Chris Benoit, tellement cette affaire jette un froid sur la réalité du catch à l'époque. Alors ils arrivent pendant un temps à maintenir cette crise seulement aux États-Unis, mais au vu de l'ampleur du succès du catch en France, vous doutez bien que ça va commencer à faire les choux gras de certains médias. Alors les médias français commencent à surfer sur la vague de « attention, le catch c'est dangereux ». Bien sûr c'est pas faux, c'est même plutôt vrai. Mais le truc, c'est le traitement. Et pour vous donner un exemple, vous voyez les premiers reportages qu'il y avait à la télé sur les stars d'internet. Vraiment le truc cliché. Vous ne les connaissez pas, mais vos ados les adorent. Norman, Cyprien, etc. Des trucs dont tu vois que les mecs qui ont fait le sujet ne maîtrisent absolument pas leur sujet. Et donc on a le droit à ça, des reportages très malaisants. Et comme le catch grandit en popularité, mais grosso merdo les parents s'en battent les steaks, les médias mainstream, ils décident de changer de fusil d'épaule. Je me souviens d'un reportage justement un dimanche soir sur M6 qui avait fait grand bruit. Les journalistes revenaient sur un gamin français qui, en catchant dans sa chambre avec son frère, était devenu tétraplégique. Et il mélangeait absolument tout en parlant de Chris Benoit, du catch et de l'ultraviolence. Le lendemain de la diffusion, ça avait fait grand bruit. Le catch était désormais l'ennemi des parents. Si votre fils catch, il finira tétraplégique. C'était clairement le raccourci qu'avaient fait les journalistes. Résultat, on a été interdit de catch avec mon pote par ses parents. Sur le moment, je leur en ai voulu. Puis j'en ai voulu à M6 d'avoir dit de la merde alors qu'ils n'y connaissaient rien comme d'hab. Et surtout, j'en ai voulu à Chris Benoit d'avoir indirectement déclenché toute cette merde. Bien sûr que c'était dangereux, mais avec le recul, je me dis qu'ils auraient pu alerter sur les dangers du catch et par la même occasion, guider les parents en disant « Voilà, certes c'est dangereux, on vous a montré que ça pouvait l'être, mais il existe des solutions. Des fédérations, des clubs, des organismes peuvent accompagner vos gosses parce que c'est un sport émergent avec une forte demande à laquelle il va falloir répondre. » Mais ils ont juste puni des milliers de gosses. On se retrouve donc à faire du catch en cachette, et coup du sort, comme un énième signe du destin, mon pote se pète la jambe en faisant de la balançoire cet été-là. Sans rapport aucun avec le catch, ses parents ne nous croient pas et sont persuadés qu'on a catché pendant leur absence. On perd donc notre jardin d'entraînement, notre matériel, et toute cette passion cet été-là s'envole. Les semaines suivantes, je continue à regarder le catch à la télé, mais on arrive dans les années 2010. La fin du collège approche, les centres d'intérêt commencent à changer. Le catch change, je change, et tout le monde autour de moi change. Je décroche petit à petit, et les rares fois où je retombe dessus à la télé, c'est plus comme avant. De nouveaux lutteurs apparaissent, les anciens disparaissent. De plus en plus de blabla, de moins en moins de bagarres. Et je commence à accepter une phrase que je détestais entendre. Ouais, mais le catch, c'est faux. Bien sûr que c'est faux, personne t'a jamais dit que c'était vrai. Mais c'était beau, putain. Ouais, qu'est-ce que c'était beau. On attendait 3 semaines pour avoir des résultats, c'était notre rendez-vous de la semaine. On hurlait, on pleurait, bref, on rêvait. On voulait pas se mettre en danger en pratiquant, je pense juste que l'on cherchait à retransmettre des émotions que l'on recevait le week-end devant la télé. On oubliait juste que c'était des pros eux, et qu'un tombstone pile driver, ça peut rendre tétra. C'est con mais je suis nostalgique de ça. Encore pire, j'arrive même à être nostalgique d'une époque que j'ai pas connue. Les années 90 au catch. Cette époque de liberté totale, où aller à l'encontre de la bien-pensance c'était leur credo, où le wokisme était bien loin de leurs préoccupations, où leur but premier c'était que le spectateur vive sa meilleure vie. Aujourd'hui, la société qui vendait jadis du rêve aux ados et aux jeunes adultes pour la plupart, a changé de cible. Grand bien leur face, et si les enfants d'aujourd'hui peuvent rêver aussi fort que les ados d'hier, alors je suis carrément pour. Voilà. Bien sûr, le catch a perduré après Chris Benoit, après les nombreux reportages d'M6, et il continuera encore de perdurer. Mon cas n'est pas une généralité, et j'ai pas les prétentions de dire le contraire. Je souhaitais juste à travers cet épisode expliquer et par la même occasion comprendre comment une succession d'événements ont mis fin à une passion que je pensais intouchable. Et c'est la beauté de la vie, une passion qui meurt, c'est l'engrais d'une nouvelle.